Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce webinaire. On va attendre quelques minutes avant de démarrer effectivement la présentation, le temps que tout le monde puisse se joindre. Merci pour votre patience. Voilà, encore une petite minute de patience avant qu'on démarre l'événement, le temps que l'ensemble des participants puissent se joindre. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui, donc voilà, attendons un tout petit peu et on démarre à 11h03. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup pour votre patience. Je vous propose qu'on démarre ce webinaire donc vraiment centré sur les évolutions du système de cotation avec la révision de la fiche pratique cotation qui a été publiée en janvier 2026, concomitamment avec la fiche pratique spécifique à la cotation non concernée. Donc, on va vraiment aborder ces deux sujets-là. Quelques règles sur le webinaire, on va dire assez classique. Vous verrez qu'il y a un onglet donc, que vous avez déjà découvert qui s'appelle l'onglet chat, dans lequel vous pouvez voilà, échanger, vous dire bonjour. Je pense que tout le monde l'a fait. N'hésitez pas à interagir sur cet onglet-là si vous souhaitez échanger entre vous. En revanche, il y a un autre onglet qui s'appelle l'onglet questions, qui va être évidemment, comme son nom l'indique, dédié pour poser des questions. Et l'avantage de cet onglet-là, c'est que les participants peuvent liker les questions qui leur semblent les plus pertinentes, ou en tout cas celles qui correspondent le plus à ce que vous souhaitez exprimer. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans cet onglet et non dans l'onglet chat. Et ensuite, pour donc cet onglet questions, n'hésitez pas à liker les questions qui vous paraissent importantes. Voilà, on va aussi vous transmettre un certain nombre de sondages pendant le webinaire pour plus d'interactivité. Vous verrez que ça s'affichera à votre écran, donc n'hésitez pas à répondre à ce sondage. Si vous avez des problèmes techniques, la solution la plus simple, c'est souvent d'actualiser votre page ou de vous connecter sur un autre navigateur. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire en cas de problématiques techniques. Voilà, sur les participants, je passe la main pour que chacun puisse se présenter. Donc bonjour, je suis Karine Amara, je suis chef de projet pour l'organisme CATRAS et également évaluatrice. Mon expérience professionnelle concerne principalement la protection de l'enfance. J'ai commencé en tant qu'éducatrice spécialisée, puis j'ai été responsable de service et directrice d'établissement, mais j'ai également pu travailler dans des établissements médico-sociaux
et auprès de personnes âgées. Et grâce à Catras, durant mes évaluations, j'ai pu aussi découvrir et me professionnaliser dans d'autres secteurs que la protection de l'enfance. Bonjour à tous et à toutes, du coup enchanté. Aniel Théo, je suis évaluateur, chef de projet et référent au sein du cabinet Catras. Avant ma prise de poste au sein du cabinet, j'ai eu le plaisir d'avoir différents postes, notamment de postes de direction adjoint au sein d'EHPAD et de résidence senior, suivi d'un poste de direction également au sein d'une résidence senior. Voilà. Merci à tous et à toutes pour votre présence et bonne présentation. Bonjour tout le monde, donc moi je suis Benoît Dos Santos, je suis évaluateur, chef de projet et référent SMS au sein du cabinet Catras. Auparavant, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années en tant que directeur d'EHPAD, puis pendant 3 ans dans des structures résidences seniors avec des services d'aide à domicile autorisés. Julie Méry, je suis responsable d'activité au sein du cabinet Catras. J'évalue également les secteurs sociaux et médico-sociaux auprès du public personnes âgées et personnes en situation de handicap. Auparavant, j'étais directrice de SSMS, établissements et services, auprès de ce même public. Je suis également référente technique et SMS pour le cabinet. Voilà, et Charles-Antoine de Fontenay, je suis le dirigeant du cabinet. Je vais vous présenter rapidement les trois, on va dire, parties. Donc, on fait une présentation très rapide du cabinet Catras. On va ensuite, effectivement, rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec la définition des éléments d'objectivation et donc vraiment rentrer sur les différences existantes entre l'ancienne mouture de la fiche cotation et la nouvelle mouture et ensuite rentrer sur l'application de la cotation non concernée. Voilà, concernant le cabinet Catras, on a été créé en 2007 et on est un des premiers acteurs en fait sur les évaluations de la qualité puisqu'on avait été habilité par l'ANOSM pour ceux qui se rappellent de cette époque, habilité par l'ANOSM en 2009, hein, donc sur l'ancien régime des évaluations externes, et donc parmi les premiers acteurs à être habilités. Et pareil en ce qui concerne le COFRAC, hein, donc avec la nouvelle mouture des évaluations, on a été parmi les premiers à obtenir l'accréditation définitive en janvier 2024, et on reviendra un petit peu sur ce point-là après. On a une vingtaine de salariés, dont la moitié sont des chefs de projet évaluateurs. Pareil, on reviendra un petit peu sur cette notion. On a fait à peu près 2700 évaluations, donc 700 sur la base de l'ancien référentiel, donc les évaluations externes, et un peu plus de 2000 sur la base du nouveau référentiel. On a à peu près une centaine de partenaires, hein, donc des évaluateurs indépendants qui sont répartis sur l'intégralité du territoire, donc on a une présence nationale. Évidemment, ces évaluateurs nous apportent à la fois un ancrage local et puis on va dire des expertises pointues et techniques sur un certain nombre de typologies de SSMS, puisqu'on ne prétend pas, avec une dizaine de chefs de projet évaluateurs, représenter l'intégralité, évidemment, des typologies de SSMS en France. Voilà, petit point sur l'accréditation. Donc, comme je le mentionnais, parmi les premières structures à obtenir l'accréditation définitive en janvier 2024. On a déjà eu effectivement donc 3 évaluations de la part du COFRAC. Donc, c'est vrai qu'on a un cycle, on va dire, d'accréditation qui est assez mature. Et le dernier cycle, donc, qui a été donc l'évaluation qui a été réalisée en octobre 2025, s'est soldé sans aucun écart critique. Qui j'espère est le témoin, voilà, de la qualité des prestations que l'on cherche à délivrer au quotidien. Voilà. Et sur la droite, vous voyez effectivement les autres labels et certifications que l'on détient, donc certifié ISO 9001 depuis la création d'entreprise sur l'intégralité de nos activités. On a également fait évaluer nos pratiques en matière de RSE par un label qui s'appelle EcoVadis, pour lequel on a obtenu la médaille d'argent. Et puis, on est également donc organisme de formation et donc certifié Calliope sur nos activités de formation. Voilà, je passe une slide très rapide sur à la fois les clients avec lesquels on travaille. Et je précise tout de suite, c'est pas exhaustif, hein, donc on a mis des logos entre guillemets connus, mais ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec des établissements de plus petite taille ou des établissements autonomes. On est relativement éclectique, hein, sur la typologie de clients avec lesquels on travaille, donc que ce soit des associations, des fondations, des groupes privés, des groupes publics. Voilà, donc c'est relativement large. Et vous voyez que parmi les 2000 évaluations qu'on a pu réaliser depuis 2023, on a une répartition entre, on va dire, le champ personnes âgées, personnes en situation de handicap, et puis le champ social au sens large du terme, qui est relativement, on va dire, homogène, en tout cas qui épouse quelque part la répartition
de la typologie des ESSMS en France. Donc voilà, on est relativement éclectique aussi sur cette typologie de ESSMS, donc à peu près 900 évaluations réalisées dans le champ de la personne âgée, 725 dans le champ handicap adulte et enfant, et puis 400 évaluations sur la partie protection de l'enfance, PJJ, AHI et PDS. Voilà pour vous donner une petite idée des évaluations qu'on a pu réaliser à date. Et enfin, un tout petit focus avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, sur le rôle du chef de projet évaluateur. Donc, ce sont tous des salariés CATRAS, hein, donc ça c'est vraiment un point important. Ce sont des anciens directeurs ou directrices d'établissements ou de services, comme vous avez pu l'entendre dans la présentation initiale. Chacun a une dizaine à vingtaine d'années d'expérience, hein, donc on va beaucoup plus loin que ce qui est demandé par l'HS sur, on va dire, les exigences pour être évaluateur naturellement. Et généralement, les chefs de projet ont une connaissance, on va dire, de plusieurs typologies ou de plusieurs publics, donc plusieurs typologies de SSMS, ce qui évidemment facilite beaucoup les interactions avec les différents clients. Le chef de projet, il passe à peu près 20% de son temps sur la réalisation d'évaluations sur site, hein, donc vraiment pour garder un pied sur le terrain, et 80% de son temps sur la chefferie de projet pour les évaluations de la qualité qui nous sont confiées. Et donc, sur la droite de votre écran, vous voyez aussi les différentes casquettes, hein, du chef de projet qui sont nombreuses, et donc on a essayé de les segmenter en 3. Donc, la première, c'est vraiment d'assurer la coordination des évaluations que vous voulez bien nous confier. Donc, c'est vrai qu'on a souvent des clients qui peuvent nous confier 5, 10, 15, parfois une centaine d'évaluations à réaliser sur un an ou sur plusieurs années. Et vraiment, la valeur, en tout cas, qu'on souhaite apporter, c'est d'avoir un interlocuteur unique pour l'ensemble des évaluations que vous pouvez nous confier. Et ensuite, dans ce rôle de coordination, il y a aussi, on va dire, plusieurs niveaux de préparation. D'abord, une préparation cadrage au niveau de l'organisme gestionnaire. Et ensuite, on descend d'un cran avec un cadrage et une préparation de chaque évaluation avec le directeur ou la directrice de la structure concernée. Et donc, l'avantage, c'est que vous avez vraiment une harmonisation dans la préparation, hein, des évaluations et dans la personnalisation de chaque planning d'évaluation en fonction des contraintes que certains professionnels peuvent avoir ou que l'organisme gestionnaire peut avoir. Donc, voilà, on fonctionne de façon un petit peu différente de certaines autres structures, hein, en tout cas la majeure partie des autres structures, avec ce rôle du chef de projet qui va assez loin quand même dans toute la préparation de l'évaluation et la personnalisation du planning et les échanges sur les accompagnés traceurs notamment. Voilà, la deuxième casquette, c'est d'assurer la qualité des prestations. Donc, l'intégralité des rapports, des pré-rapports qui sortent de chez nous sont relus par le chef de projet. Donc, chef de projet qui ne participe pas, hein, la plupart du temps aux évaluations, et donc qui assure aussi vraiment, quelque part, une impartialité, en tout cas, et c'est vraiment quelqu'un qui permet d'assurer une objectivité, une impartialité la plus totale. Et enfin, troisième casquette, c'est d'assurer le respect des échéances. Hein, donc, le chef de projet vous suit du début donc, de la préparation de l'évaluation jusqu'à la finalisation de l'évaluation et la transmission du rapport définitif en s'assurant du respect des échéances. Voilà, je passe maintenant la main à Karine pour la partie sondage. En effet, donc première question pour ce sondage. À quelle période votre SSMS a-t-il été évalué? Donc, avant octobre 2024, entre octobre 2024 et le 1er janvier 2026, où votre évaluation n'a pas encore eu lieu. Vous avez quelques secondes pour répondre. Voilà, je fais un petit rappel. Ne répondez pas dans le chat, mais répondez bien sur le sondage, l'onglet sondage qui est à votre disposition, voilà, en bas à droite. Donc, on constate en tout cas qu'il y a les 2/3 des participants qui ont déjà réalisé leur évaluation et 24%, non, excusez-moi, je n'ai pas lu dans le bon ordre. On a plus de la moitié des participants qui vont avoir leur évaluation à venir et l'autre moitié qui a eu son évaluation déjà passée. Donc, nous allons pouvoir vous expliquer les nouvelles cotations. Débutons donc par les constats ayant engagé les récentes évolutions du système de cotation.
Comme vous le savez, le système de cotation est défini dans la version initiale du manuel publiée en mars 2022 pour permettre d'objectiver tout simplement le niveau de qualité des ESSMS. Rappelons un point essentiel, nous sommes aujourd'hui toujours en période de lancement puisque nous sommes en pleine période d'appropriation du nouveau dispositif. Les quelques mois de recul sur l'application de ce dispositif ont mis en évidence la nécessité de préciser encore les modalités d'application du système, du fait notamment d'une centralisation des investigations autour de l'étude documentaire, en particulier depuis la mise en application de la fiche cotation version 1 publiée en octobre 2024. N'oublions pas que les évaluateurs doivent appréhender de manière globale la mise en œuvre des processus au sein de l'ESSMS, l'attendu étant de rendre compte de la cohérence de l'objectif, et c'est bien ce qui est rappelé dans la version 2 de la fiche cotation. L'objectif de la fiche révisée est donc la recherche d'un équilibre entre la valorisation des pratiques professionnelles existantes et la formalisation, l'amélioration continue de l'ESSMS. Place à un deuxième sondage. Place à un deuxième sondage. En effet, donc, question. Avez-vous pris connaissance de la parution de la dernière version de la fiche cotation datant de janvier 2026? Vous avez deux réponses possibles, oui ou non. Donc, on peut voir que bien plus de la moitié n'avait pas encore eu connaissance de cette fiche. Donc, c'est l'objectif de ce webinaire. Comme je le disais, la mise en œuvre d'un dispositif nouveau engage nécessairement des ajustements. Et c'est bien ce qui a été porté au cours des derniers mois. En témoignent notamment les nombreuses fiches techniques parues et publiées par la HAS. La révision également du manuel qualité au mois de juillet dernier a été un événement important. Vous le voyez à droite, les bilans annuels publiés par la HAS viennent rythmer en partie les évolutions visant à refléter le niveau réel de la démarche qualité de l'ESSMS, mais également à harmoniser les pratiques évaluatives. L'évaluation doit démontrer le niveau de maturité de l'organisation de l'ESSMS et la capacité de l'établissement ou du service à répondre qualitativement aux attentes et aux besoins des personnes qui l'accompagnent. L'objectif des évolutions est également de renforcer la corrélation de la cotation à la démarche qualité. Alors, de quelles évolutions parle-t-on concrètement? Il s'agit essentiellement de la valorisation de l'ensemble des éléments d'objectivation du système de cotation. On vient valoriser, notamment dans la parution de la fiche V2, les éléments issus des entretiens et des observations qui témoignent et corroborent le niveau de maturité de l'ESSMS. La terminologie éléments de preuve est d'ailleurs élargie aux éléments d'objectivation pour chaque cotation. Regardons donc chaque cotation pour comprendre les modifications engagées. Vous avez sur la colonne de droite les nouveautés qui sont surlignées. La cotation 1 correspond, rappelez-vous, au niveau attendu qui n'est pas du tout satisfaisant. Dans cette situation, les professionnels ou la gouvernance ne connaissent pas, ne peuvent pas définir et n'ont pas déployé le critère évalué. On élargit ici essentiellement la présentation des éléments de preuve aux éléments des autres méthodes que sont l'entretien et l'observation, tels que vous le voyez à droite. Pour une cotation 2 qui reflète un niveau plutôt pas satisfaisant, les professionnels ou la gouvernance connaissent, définissent et déploient de manière partielle le critère évalué. Les pratiques sont ici spontanées, individuelles, mais ne peuvent traduire de système, elles sont empiriques. L'organisation est quant à elle partielle et ou inefficiente avec une absence de traçabilité qui viendrait confirmer cette structuration.
On voit sur la colonne de droite, aujourd'hui, qui reflète les attendus de la fiche cotation version 2, le fait que les entretiens témoignent de la mise en application partielle de ces attendus, que les observations viennent corroborer cette mise en œuvre, et enfin que les documents recueillis sont obsolètes, à jour et diffusés, mais peu connus ou peu mis en application pour le chapitre 2, pas mis en application par les professionnels pour le chapitre 3. Sur la cotation 3, le niveau ici est dit plutôt satisfaisant. Les professionnels ou la gouvernance connaissent, définissent, déploient pleinement le critère évalué. Les pratiques sont ici collectives, tracées, où l'organisation est dite structurée, efficiente. On voit sur la colonne de droite que les entretiens témoignent d'une mise en application des attendus, les observations corroborent la mise en œuvre de ces attendus, et enfin, les documents sont diffusés, partiellement mis en application, non réévalués chaque fois que nécessaire et ou partiellement adaptés le cas échéant. La cotation 4, quant à elle, définit un niveau de maturité dit tout à fait satisfaisant, c'est-à-dire que les professionnels ou la gouvernance connaissent, définissent et déploient le critère évalué, mais ils planifient également les actions. Les pratiques sont collectives, systématisées, évaluées et réajustées sur la base d'indicateurs pertinents avec actions systématiquement tracées. Cela vient traduire la qualité de l'organisation mise en place. Pour apposer aujourd'hui une cotation 4, il est mentionné que les entretiens témoignent d'une mise en application systématisée et réévaluée des attendus, que les observations viennent toujours corroborer la mise en œuvre des attendus, et enfin, que les documents sont diffusés, connus, systématiquement mis en application, régulièrement réévalués et adaptés le cas échéant pour le chapitre 2, et à jour, diffusés, appropriés et systématiquement mis en application, régulièrement réévalués et adaptés le cas échéant pour le chapitre 3. Passons maintenant sur deux situations fictives mais concrètes. La première situation est la suivante. Lors de l'entretien, quelques professionnels viennent confirmer la mise en application d'une pratique. Toutefois, ils ne sont pas en mesure de présenter d'éléments de traçabilité à l'évaluateur. Les observations réalisées affirment la pratique explicitée. Lorsque la fiche cotation numéro 1 était appliquée par les évaluateurs, il n'était pas rare d'avoir une cotation 1 qui était appliquée puisqu'aucun document preuve n'avait pu être présenté par les professionnels rencontrés. Aujourd'hui, avec l'élargissement induit par la fiche cotation, la cotation pourrait être réévaluée à 2, puisqu'on retrouve une mise en œuvre partielle. On a en effet quelques professionnels qui confirment la mise en application, qui sont corroborés par les observations et les témoignages à l'occasion des entretiens. Sur la situation numéro 2, qui est la suivante, lors de l'entretien, les professionnels confirment avoir été formés et sensibilisés, mais ne disposent pas d'éléments de traçabilité. Le plan de développement des compétences est présenté par la gouvernance à l'occasion d'un autre entretien. Jusqu'à présent, nous étions engagés en faveur d'une cotation 1, puisqu'aucun document n'était présenté par les professionnels à l'occasion de l'entretien. Depuis la parution et l'élargissement induit par la fiche cotation numéro 2, il peut y avoir une valorisation en faveur d'un 3, par exemple, si le document atteste la mise en œuvre partielle corroborée par le témoignage. Mise en œuvre partielle, s'il n'y a pas de session de sensibilisation et de formation régulière, ou si l'ensemble, par exemple, des professionnels ne sont pas sensibilisés ou formés. On pourrait également aller jusqu'à une cotation 4 si le document atteste la mise en œuvre systématique corroborée par le témoignage. L'objectif de la fiche révisée est donc de valoriser l'analyse combinée de l'ensemble de ces éléments d'objectivation. Nous allons maintenant évoquer les différents éléments d'objectivation qui permettent de justifier une cotation dans le cadre d'une évaluation HAS. Dans la nouvelle fiche de précision méthodologique relative au système de cotation, la HS vient apporter des ajustements relatifs aux modalités de cotation pour les organismes évaluateurs qui visent principalement à redonner du sens à la démarche évaluative.
Cette nouvelle version a été initiée suite au constat de la HAS d'un manque de cohérence entre les cotations et les commentaires renseignés, puisque des commentaires faisaient apparaître des bonnes pratiques rapportées par les professionnels ou par la gouvernance dans le cadre des entretiens, tout en précisant dans le même commentaire l'incapacité de l'ESSMS ou des professionnels à présenter des éléments de preuve formels concernant le déploiement effectif de ces pratiques. De ce fait, les preuves écrites se trouvaient survalorisées au détriment des échanges avec les interlocuteurs et les constats réalisés dans le cadre des observations des évaluateurs tout au long de l'évaluation. Dans cette nouvelle version, la notion d'élément d'objectivation vient donc remplacer la notion d'élément de preuve qui était présente auparavant. L'objectif principal étant de trouver un équilibre entre les pratiques professionnelles mises en place et énoncées lors des entretiens, les observations réalisées par les évaluateurs, mais tout en gardant une place à la formalisation des actions qui permet de justifier, comme Julie l'a dit, une cotation maximale. Au-delà de l'élément de preuve, factuel, tangible, écrit, les éléments d'objectivation ont vocation à permettre une analyse globale et combinée entre les différents facteurs que les évaluateurs sont susceptibles d'investiguer dans le cadre de l'évaluation. Donc les entretiens, les observations, la consultation documentaire, ainsi que les échanges entre les deux évaluateurs sont autant d'éléments permettant d'assurer une cotation juste ainsi qu'un regard croisé. Merci Benoît. Donc, troisième question de sondage. Quels sont les éléments d'objectivation les éléments d'objectivation correspondent-ils aux éléments de preuve attendus? Vous avez deux réponses possibles, oui ou non. Vous avez quelques secondes. Les avis sont assez partagés. En effet, les éléments d'objectivation sont les éléments de preuve, les nouveaux éléments de preuve affichés par la cotation, par la fiche cotation, pardon, et Benoît va prendre la suite. Ton micro, Benoît. Du coup, le premier élément d'objectivation que nous allons évoquer, c'est l'observation sur site. On peut déjà rappeler que le manuel d'évaluation initiale cible déjà 31 critères, donc 13 sur le chapitre 1, 8 sur le chapitre 2, 10 sur le chapitre 3, dans lesquels des observations doivent être réalisées et retranscrites dans le rapport afin de justifier une cotation. Ces observations, elles portent sur le lieu d'accueil des personnes accompagnées, que ce soit les espaces communs, les espaces privatifs, mais aussi les lieux d'échange avec les personnes accompagnées, comme des bureaux ou des salles d'entretien. Les observations, elles doivent également porter sur les affichages de documents de communication interne qui peuvent être constatés par les évaluateurs lors de l'évaluation, puisque ces éléments peuvent permettre de confirmer la diffusion de certaines informations, bonnes pratiques, ou la réalisation de communication à l'attention des personnes accompagnées ou des professionnels par l'établissement ou par le service. L'observation des postures et des pratiques professionnelles tout au long de l'évaluation permettent également de valoriser et confirmer les bonnes pratiques des professionnels qui ont pu être décrites par exemple dans le cadre des entretiens, même lorsque la traçabilité des actions et des pratiques ne sont pas strictement assurées par écrit. Par exemple, dans une situation où aucun écrit n'est présenté lors des entretiens, mais que les observations sur site confirment des bonnes postures ou pratiques qui ont pu être décrites à l'oral, les évaluateurs auront la possibilité de se servir de ces constats afin de justifier leur cotation. Ça permettra une cotation supérieure à 1 qui aurait été anciennement attribuée. Bien sûr, la cotation sera supérieure en fonction des constats et des critères et des entretiens qui auraient été réalisés. Donc, en fait, dans la version 2 de la fiche méthodologique, la HAS précise aussi que des temps d'observation devront être prévus et identifiés dans le planning d'évaluation, en plus du temps de visite qui est déjà prévu, et que les observations réalisées dans le cadre des déplacements tout au long de l'évaluation ne sont plus suffisants pour justifier ces temps d'observation. Au regard de ces éléments, les observations apparaissent donc comme un élément d'objectivation essentiel, au même titre que les entretiens et la consultation documentaire. C'est toutefois la concomitance de ces trois éléments qui peuvent permettre de justifier une cotation à 4.
Autre élément d'objectivation abordé dans la version 2 de la fiche de précision méthodologique, les entretiens occupent également une place prépondérante. Ils constituent en effet une étape clé du processus d'évaluation avec une méthodologie spécifique en matière d'organisation. En effet, on rappelle que dans le cadre des entretiens du chapitre 2, le traceur ciblé, les évaluateurs devront dans un premier temps s'entretenir sur chaque thématique avec les professionnels avant d'interroger la gouvernance sur ces mêmes thématiques. Dans le cadre des entretiens du chapitre 3, l'audit système, c'est l'inverse. La gouvernance, elle, devrait être entendue avant les professionnels afin de respecter la méthodologie et faciliter également le regard croisé. Dans le cas des entretiens du chapitre 1, l'accompagné traceur, et lors de l'éventuel échange avec des membres du CVS ou des instances représentatives, les entretiens doivent permettre, eux, de recueillir le point de vue et la satisfaction des personnes accompagnées et de leur entourage au regard des thématiques prévues dans le manuel. Les entretiens avec la gouvernance, ils doivent permettre, eux, aux évaluateurs d'identifier les processus mis en place par le SSMS en fonction des thématiques abordées. Auprès des professionnels, les entretiens ils doivent permettre aux évaluateurs d'identifier les pratiques professionnelles et évaluer leur niveau d'appropriation au regard des thématiques évaluées. Il est également demandé aux évaluateurs, dans le cadre des entretiens, d'apprécier le niveau d'assimilation de l'ensemble des participants à l'entretien pour chaque critère évalué. Pour justifier une cotation, l'évaluateur devra donc s'appuyer sur les entretiens avec les professionnels pour témoigner du niveau d'appropriation collective par ces derniers et s'appuyer sur les entretiens avec la gouvernance pour évaluer le degré de maturité de la démarche au regard des critères évalués. Pour faciliter les échanges, la version 2 de la fiche du système de cotation rappelle que l'instauration d'un climat de confiance et d'écoute permettent de favoriser la fluidité des échanges tout au long de l'évaluation. Elle rappelle également que le croisement des regards entre professionnels, gouvernance et personnes accompagnées constitue un axe clé de la méthodologie d'évaluation. Nouvel élément d'objectivation, les échanges entre les évaluateurs. L'objectif ici poursuivi est de garantir une cohérence d'ensemble dans le discours, les analyses et les conclusions formulées par les évaluateurs. Afin d'y parvenir, du coup, différents temps d'échange formalisés sont intégrés au planning, notamment sous la forme de moments de synthèse venant à réunir les deux intervenants. Ces espaces du coup de concertation, ils ont pour vocation à favoriser une mise en commun structurée des observations. Et donc dans cette perspective, il s'agit ici de venir s'assurer de différentes choses. La première chose, un véritable croisement des regards entre les deux évaluateurs sur l'ensemble des thématiques qui ont été abordées de leur côté au cours de l'évaluation, afin de permettre d'enrichir l'analyse par la complémentarité des approches et des expertises. Deuxième point, un partage explicite et argumenté des constats réalisés sur le terrain, afin d'aboutir à une compréhension qu'on va dire commune des situations qui ont été observées. Troisième point, une mise en commun des éléments de preuve recueillis, tant du point de vue des pratiques professionnelles que des dimensions liées à la gouvernance. Quatrième point, une analyse approfondie des situations rencontrées, fondée sur la confrontation constructive des points de vue des évaluateurs. Dernier élément, un croisement analytique entre le chapitre 2 et le chapitre 3, de manière à assurer une continuité et la cohérence des développements, ainsi qu'une articulation qu'on va caractériser de pertinente entre les différentes parties du rapport. L'enjeu ici dans cet échange, du coup, c'est d'éviter ce qu'on pourrait caractériser de dichotomie dans l'évaluation, surtout à éviter. Il s'agit au contraire de construire une analyse partagée, cohérente et harmonisée, qui va reposer du coup sur une vision commune des constats et des enjeux qui seront donc identifiés, afin de produire un point de vue consolidé et pleinement articulé entre les deux évaluateurs. Dernier élément d'objectivation, du coup, l'étude documentaire. Comme vous le savez, les documents à consulter, ils sont recensés au sein de fiches critères du manuel d'évaluation. Et cette liste, elle constitue, on va dire, un cadre de référence structurant pour les évaluateurs. Cependant, elle n'a toutefois pas un caractère qu'on pourrait dire d'exhaustif. À ce titre,
L'établissement, il conserve donc la possibilité de transmettre tout document qu'il va estimer complémentaire et pertinent surtout au regard des critères évalués et des spécificités de son organisation. Les évaluateurs, de leur côté, viendront veiller à ce que les documents produits présentent un certain nombre de garanties qu'on va dire méthodologiques. Alors ces garanties, elles viennent vérifier 3 éléments. Premier élément, que les éléments soient étayés. Par étayé, on veut essayer de vous dire suffisamment précis, formalisé et argumenté pour constituer un véritable élément de preuve. Deuxième élément, qu'il soit cohérent. Donc absence de contradiction, mise à jour régulièrement, et qu'il soit, on va dire, au regard des pratiques observées, cohérent. Dernière chose qu'ils vont venir vérifier, c'est que ce soit explicitement rattachable à un critère évalué. Très souvent, on peut retrouver un même élément de preuve sur différents critères, mais on vérifiera que ce dernier répond bien. Il convient par ailleurs du coup de souligner que certains documents peuvent être transmis en amont de la visite, notamment les outils issus de la loi donc, de 2002, les procédures internes, le plan de formation, les plans d'action qualité ou tout autre document structurant. Toutefois, la majeure partie de la consultation documentaire doit s'effectuer sur site. Cette modalité, on va dire qu'elle permet aux évaluateurs de vérifier non seulement l'existence formelle des documents, mais également leur appropriation effective entre les professionnels et la gouvernance, ainsi que leur mise en œuvre concrète dans les pratiques au quotidien. Une vigilance particulière doit être apportée, excusez-moi, à l'absence de doublons entre le chapitre 2 et le chapitre 3. C'est-à-dire que les documents mentionnés dans le cadre du chapitre 3 ne doivent pas faire l'objet de demandes redondantes lors des échanges avec les professionnels au titre du chapitre 2. Cependant, ils doivent donner lieu à une vérification qualitative en entretien portant sur la connaissance, la compréhension et l'appropriation de ces documents par les équipes. Pour finir, un temps dédié doit être prévu sur site afin de permettre la transmission et l'examen des documents qui n'auraient pas pu être abordés au cours des entretiens. Du coup, ces temps complémentaires, ils sont clairement identifiés et planifiés en amont, ce qui garantit du coup une organisation fluide de la démarche et assure, on va dire, l'exhaustivité de la consultation dans le respect du cadre méthodologique qui est fixé. Nous allons donc à présent faire un focus sur la cotation non concernée, puisque une fiche est dédiée dont vous pouvez trouver le lien à partir de la fiche cotation en page 10. Donc là, l'idée, c'est de réexpliquer comment doit être utilisée la cotation non concernée, autrement dit NC. Donc cette cotation doit être exceptionnelle, voire dérogatoire. Elle est évidemment en lien avec les missions et le cas d'intervention des ESSMS, le cadre d'accompagnement et les mesures qui s'imposent aux personnes. Pour exemple, le critère 1, 2, 3 portant sur la personne de confiance, évidemment, sera noté NC pour tout ce qui est service de prévention et dans le cas de maraude. Un autre exemple portant sur l'encouragement à personnaliser son espace de vie, le critère 1, 4, 2, il est évidemment noté NC, notamment pour des structures d'accueil d'urgence, notamment diffus, pour lesquelles il y a des impossibilités à personnaliser, et ceci est inscrit dans le règlement de fonctionnement. Encore d'autres exemples, notamment autour des critères 2.7, portant sur l'accompagnement de fin de vie et les directives anticipées. Évidemment, même si c'est de l'ordre du médico-social, concernant un CESAD, par exemple, qui accueille des mineurs, la cotation sera notée NC. Cette cotation NC se fait à l'exception des critères impératifs. Dans tous les cas, elle doit être justifiée et motivée par l'évaluateur dans l'encadré du commentaire. Ces cotations ne sont pas comptabilisées et n'affectent pas la cotation finale. Il est à noter, que la cotation NC ne peut être retenue pour tout ce qui va être de l'ordre de l'évaluation du risque. Et j'en parlerai un peu plus précisément tout à l'heure. Vous l'aurez compris, la cotation se fait avec la somme des entretiens
avec les professionnels, les personnes accompagnées et la gouvernance, les observations sur le terrain, les échanges entre les évaluateurs et la documentation. Cette fiche, cette cotation n'étant pas, j'allais dire, non systématique et surtout à limiter, eh bien, il y a 4 principes directeurs qui vont permettre de limiter cette cotation. Elles vont reposer, entre autres, sur le fait d'adapter la lecture du référentiel d'évaluation aux missions de l'ESSMS, ce qui implique qu'il va falloir contextualiser et reformuler chaque critère. Par exemple, concernant le critère 3.6.4 sur la non-observance et la iatrogénie, qui est souvent propre au médico-social, cette cotation, ce critère devra être coté également pour le social, mais on va élargir son application sur tout ce qui va être, par exemple, la vigilance de signes inhabituels de comportement de la personne accompagnée. Ou bien, pour illustrer cette directive, eh bien, tout ce qui concerne la co-construction, donc autour du 2.4, pardon, pour lequel, par exemple, le projet personnalisé n'est pas perçu de la même façon en IME qu'en EMSP ou en CARUD. Concernant la veille à ne pas appliquer les critères aux structures qui ne sont pas de ceux du périmètre, il va falloir veiller à ce que le numéro FINES soit bien en raccord avec la typologie de l'établissement ou du service afin d'éviter des écarts comme celui, par exemple, que l'on voit souvent du 2.2.1 sur le droit d'aller et venir. Donc ça, il faut veiller à ce qu'il y ait un raccord entre le numéro FINES et votre SSMS. Le deuxième principe directeur repose sur le fait d'apprécier la capacité de l'ESSMS à mobiliser des ressources externes. En effet, on peut voir, par exemple, autour du critère 1.14.3 sur la prévention et de l'éducation à la santé, où très souvent des établissements ou services sociaux pensent ne pas être concernés. Pour autant, ce qui est important dans ce critère-là, et c'est nommé comme tel, les professionnels orientent vers ou mettent en œuvre. Donc là, on va se baser sur le fait d'être en capacité d'orienter. Le troisième principe directeur sera d'adopter une approche préventive dans l'évaluation des risques. Cela concerne en effet tous les critères qui sont sur la gestion des risques, quels qu'ils soient. Dans chacun de ces critères, il y a un premier élément d'évaluation portant sur l'évaluation du risque. Cet élément d'évaluation ne peut en aucun cas être coté NC, puisque c'est de la responsabilité des missions des ESSMS de pouvoir évaluer le risque, quel qu'il soit. Pour autant, une fois ce risque évalué, si l'établissement ou le service n'a pas été en contact avec ce risque, les autres éléments d'évaluation pourront être cotés NC. Et enfin, le dernier principe directeur porte sur la prise en compte du choix de la personne accompagnée, dans lequel il est important de pouvoir voir le pouvoir d'agir de la personne accompagnée. Viennent comme exemple tous les critères portant sur l'entourage. Par exemple, le critère 1.11 ne pourrait être noté NC si la personne a fait le choix que son entourage ne participe pas à son accompagnement. Ce qui est différent du fait que la personne n'ait pas d'entourage ou une absence d'entourage, et dans ce cas précis, la cotation pourra être NC. Eh bien, maintenant, nous pouvons passer à vos questions-réponses. Petit rappel pour tous ceux qui n'ont pas encore découvert l'onglet questions, n'hésitez pas à vous poser vos questions dans cet onglet ou à effectivement liker. Donc vous avez un petit carré avec une petite flèche vers le haut. Donc voilà, n'hésitez pas à faire remonter les questions qui vous semblent les plus pertinentes, en tout cas celles sur lesquelles vous souhaiteriez avoir des réponses. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Je te relaisse la main, Karina. Merci Charles-Antoine. Première question. Qu'entendez-vous par des temps d'observation?
une activité, un soin, la visite de l'établissement. Donc, il me semble que c'est Théo qui avait pu aborder ce sujet durant la présentation. Ou Benoît, l'un ou l'autre. Peu importe. Après, l'idée, c'est de se dire, il y a pas l'AHS, en quoi n'a pas défini la spécificité de ces temps d'observation. Ils sont nécessaires et indispensables au bon déroulé de l'évaluation. Il n'y a pas de notion spécifique qui est abordée en matière d'activité, de soins. Ça paraît difficile, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de notion spécifique ni dans cette fiche de cotation, ni dans la précédente concernant les observations, au-delà des critères qui sont fléchés, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le manuel. Il y a 31 aujourd'hui critères qui sont fléchés dans le manuel où les observations sont explicitées. Donc, que ce soit une observation de pratique professionnelle, que ce soit une observation d'affichage documentaire ou la partie droit de la personne par le biais de l'affectation des locaux, la création de liens sociaux. Donc, on est aujourd'hui sur des temps qui sont dans le cadre de la visite, mais la HS demande des temps supplémentaires sans pour autant définir quels temps spécifiques doivent être réalisés et sur quoi doivent se porter les observations supplémentaires, au-delà des critères qui font déjà l'objet d'observation dans le manuel. C'est juste que les temps doivent être dédiés en plus de la visite d'évaluation. Pour ce qui est de la visite, je me permets d'apporter un complément. La visite de la structure, elle est obligatoirement réalisée. Vous avez les objectifs qui sont identifiés dans le manuel. Il est indiqué qu'elle permet à l'équipe mobilisée, c'est-à-dire les évaluateurs, d'appréhender la structure, le fonctionnement, l'organisation, d'identifier aussi les différents lieux, notamment les lieux d'affichage, support d'information, et de recueillir les informations pertinentes. Donc la visite a toujours lieu, les temps d'observation sont complémentaires. Comme le disait Benoît, doivent faire sens à l'organisation, à la typologie de SSMS, par exemple, également évaluée. Et dernier point, la HAS rappelle dans la mise à jour de la fiche cotation que ces observations attendues doivent être systématiquement réalisées et retracées dans le rapport d'évaluation. Donc il y aura effectivement après des éléments de formalisation des observations qui auront été réalisées dans le rapport. Autre question, en cas de doute sur un critère ou une thématique moins maîtrisée, comment garantissez-vous que la cotation reste fiable et homogène? Recours à un expert ou un échange entre pairs? Eh bien, comme l'avait précisé, me semble-t-il, Théo, cela se fait aussi entre échanges avec les évaluateurs, avec chacun d'eux rencontre sur des thématiques, des fois qui se croisent, des professionnels ou la gouvernance. Et ce sont ces regards croisés qui va permettre, dans le meilleur des cas, d'homogénéiser la cotation et aussi le commentaire. Et n'oublions pas du coup le rôle également du chef de projet qui viendra en complément par la suite, avoir un regard externe et qui chapeautera tout ça et qui permettra d'avoir ce regard harmonisé. Pour répondre en complément sur les critères impératifs, n'oublions pas qu'il y a toutes les investigations complémentaires qui sont réalisées au cours de la visite. Tout à fait. Voilà, et peut-être pour donner quelques éléments complémentaires par rapport à ce qui vient d'être dit, le rôle du chef de projet, il est également de relire, comme je le mentionnais, les pré-rapports. Et donc, dès qu'on voit qu'effectivement, il peut y avoir une problématique un peu spécifique ou un peu technique, le rôle du chef de projet, il est, donc vous l'avez compris, il ne participe pas à la visite, mais justement, il permet d'avoir ce regard assez impartial par rapport aux critères qui est traité. Et le chef de projet, il relie en moyenne 80 à 100 rapports par an. Donc, voilà, il a vraiment une objectivité, une impartialité dans le traitement, je dirais, de chacun des critères. Donc, c'est un bon filtre, entre guillemets, pour assurer cette objectivité. Une autre question, en cas d'écart entre ce qui est observé sur le terrain et ce qui est formalisé dans les documents, quel élément prime dans l'évaluation? Eh ben, c'est la concomitance de tous les éléments. Donc effectivement, si les éléments de preuve qui ont été transmis factuels, les documents, les entretiens confirment des pratiques, mais que lors des observations, on s'aperçoit que les pratiques qui ont été dites et qui ont été écrites ne sont pas respectées, il y aura nécessairement un impact négatif sur la cotation, puisque voilà, on pourra dire que les projets connaissent les pratiques, ils sont capables de donner des exemples, on prend les droits de la personne, parce que c'est peut-être un exemple plus parlant. Si on part d'un exemple qu'on peut relire en évaluation, le respect de l'intimité et de la vie privée, on va nous présenter des éléments, des documents qui parlent de ces éléments-là dans des documents de la loi 2002.
les professionnels vont dire, voilà, on frappe avant d'entrer, on attend qu'on nous dise oui avant de rentrer. Et puis, bah, lors de la visite ou lors des temps d'observation, par exemple, on va s'apercevoir qu'un professionnel hors situation d'urgence rentre sans frapper dans le logement d'une personne ou que des portes sont ouvertes pendant la visite, pendant un soin. Là, forcément, ça viendra décoter la cotation dans la mesure où les pratiques, elles sont connues, mais elles ne sont pas nécessairement du coup mises en application. Les observations permettent de confirmer, en l'occurrence, qu'il n'y a pas la mise en application systématique qui justifie une cotation maximale. Donc en fait, c'est vraiment les trois éléments, observation, entretien et consultation documentaire, qui font la cotation. Donc, effectivement, s'il y a un élément qui manque, il y aura forcément une cotation qui ne sera pas maximale. Merci Benoît. Une autre question concernant la redondance des documents, chapitre 2, chapitre 3. Pouvez-vous donner un exemple d'une situation concrète dans un sens ou dans un autre? On peut Moi, je le avoir de vois la sur... redondance. Ah, vas-y, vas-y. Allez, Non, non, vas-y. j'allais dire, je le vois sur tout ce qui est sensibilisation et formation, Voilà, par exemple. c'est ça. Où très souvent, c'est la gouvernance qui est en possession et qui a les documents qui peuvent être montrés lors des entretiens. Sur ces mêmes questions-là abordées avec les professionnels, il n'y a pas besoin de redemander ces documents, les premiers ayant déjà été présentés. Il peut y avoir des liens aussi, typiquement, entre le chapitre sur la thématique de la bientraitance et éthique, où on a typiquement un critère de sensibilisation sur la bientraitance. Donc, je rebondis sur l'exemple de Karine, où on a des exemples de formation de sensibilisation qui sont aussi indirectement redemandés sur un critère des RH, qui est sur les recommandations de bonne pratique, les formations aux recommandations de bonne pratique proviennent, puisque la bientraitance fait partie des recommandations de bonne pratique. Donc, on peut avoir parfois les éléments de preuve de l'un vont également sur l'autre. Ça couvre pas toutes les RBPP, la bientraitance, mais en tout cas, ça peut en couvrir un bout. Donc, il peut y avoir une redondance au niveau des éléments de preuve. Une question, puisque je l'ai abordée, je me permets de la dire. Bonjour, quel lien entre liberté d'aller et venir, le numéro finesse, s'il vous plaît? Le critère sur la liberté d'aller et venir est propre aux établissements. Si votre ESSMS, par son numéro finesse, vous décrit comme établissement, vous êtes soumis à ce critère-là. Or, on peut rencontrer, de par nos expériences dans le cadre de l'évaluation, au vu d'une restructuration, d'une fusion, enfin, d'une modification, que le numéro finesse n'a pas été, j'allais dire, enregistré comme il se doit, et vous restez dans une typologie qui n'est pas la vôtre. Vous étiez établissement, vous passez service et inversement. Du coup, les critères reposent sur ce numéro finesse quand c'est inscrit sur SINAE et on est obligé d'en tenir compte. Donc, si vous n'êtes plus un établissement et que vous êtes devenu service, le critère de 2.1 sera évalué si le numéro finesse n'a pas été réajusté. Voilà, et pour rappel, pour complémenter ça, le numéro finesse, c'est le point d'entrée du logiciel SINAE. Hein. Donc le numéro finesse, donc la base finesse, s'il n'est pas à jour, c'est un petit peu dommage parce qu'effectivement, comme le disait Karine, on va se retrouver à évaluer des critères qui n'ont pas forcément de sens. Donc voilà, mais en amont des évaluations, prenez bien le temps et le soin d'échanger avec vos autorités de tarification et de contrôle pour mettre à jour systématiquement l'ensemble des numéros finesse, je dirais, de vos différents établissements et services pour qu'il y ait une vraie réalité, on va dire, des évaluations. Et ça vaut aussi pour les numéros finesse qui parfois sont numéros finesse secondaires. On peut avoir des numéros finesse principaux, on peut avoir des incohérences entre les arrêtés de programmation, je dirais, des différents établissements et puis ce qui existe dans la base finesse. Donc voilà, il y a souvent un petit peu de ménage à faire, entre guillemets, avant les évaluations pour avoir des choses qui soient très, très carrées. Une dernière question peut-être. Ces ajustements sont-ils dus à la bronca? Alors, je ne sais pas ce qui a été dit, mais des établissements suite au Caliscope. Alors ça, bon, on ne peut pas répondre à la place de la HAS. Pour le coup, en tout cas, ce qui est sûr, c'est comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'était parfois ce qui était pointé par la HAS aujourd'hui, c'est le manque de cohérence, puisque du coup, l'évaluateur, lui,
dans son commentaire, dans le cadre de son rapport, va noter ce que les professionnels vont dire, parce que les professionnels vont être capables de verbaliser des bonnes pratiques professionnelles, ce qu'ils font au quotidien, leur cœur de métier, leur travail, mais parfois ne sont pas en mesure de présenter des éléments de preuve par rapport à ça ou de la traçabilité dans les dossiers qui n'est pas systématique. Et en fait, c'était la dichotomie que Théo parlait aussi, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où en fait on se retrouve avec des commentaires positifs, mais parfois sans éléments de preuve, puisqu'il n'y a pas d'éléments de preuve factuels, écrits, tangibles et présentés aux évaluateurs. Et on se retrouve avec des cotations à 1, alors qu'on avait des commentaires très bons. Les professionnels font ceci, font ça, dans cette situation, ils font ceci, ils font cela. Mais à côté de ça, il n'y avait pas d'éléments de preuve écrits qui venaient l'attester. Du coup, on se retrouve avec des commentaires positifs et des cotations du coup à 1, puisque sur la première version, en l'absence d'éléments de preuve écrites, la cotation à 1 et en dehors des observations sur les critères qui étaient fléchés, devait être portée à 1. Donc du coup, c'est par rapport à ça, en tout cas sur la version, c'est ce qui est écrit sur la fiche de cotation, c'est vraiment pour établir l'équilibre au niveau de la cotation au regard des éléments de preuve. Et c'est pour ça qu'on parle plus d'éléments de preuve qui avaient une connotation quand même écrite et qu'on parle maintenant d'éléments d'objectivation qui permet vraiment d'objectiver une cotation en fonction de différents facteurs qu'on a pu évoquer dans le cadre de ce webinaire. Est-ce qu'on fait une dernière question, Charles-Antoine? Parce que je vois une question sur Oui. de la PJJ. Je me dis que c'est intéressant de parler un peu du social. Donc, comment Allez, coter dernière question du PJ, dernière question concernant le PJ. On finit sur la PJJ. Comment coter les critères portant sur les droits en associant les usagers d'un cadre de centre éducatif fermé où les règles inhérentes contraignent leurs droits de fait? Donc, c'est une très bonne question, en effet. Pour autant, même si leurs droits sont contraints, ils sont contraints sous le registre des émissions du CEF, du règlement de fonctionnement, mais ils ne sont pas absents, ces droits-là. Donc, il va falloir quand même les évaluer et charge à vous de mettre en avant la spécificité d'un CEF, contrairement peut-être à une MEX qui est aussi de la protection de l'enfance. Pour autant, le critère sera évalué et comme on l'a dit tout à l'heure, on va adapter le critère en fonction des missions et du cadre d'accompagnement des jeunes que vous accompagnez. Parfait. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps. Avant que avant qu'on finisse ce webinaire, on vous rappelle dans les ressources documentaires et donc dans le document que vous recevrez à l'issue d'une enquête de satisfaction qui arrivera directement sur votre écran dès que le webinaire sera fini, c'est-à-dire dans 1 minute, vous recevrez je dirais, la présentation et uniquement si vous avez rempli effectivement le questionnaire des satisfactions. Dans les ressources documentaires, vous pouvez voir le lien, et ce n'est pas forcément parfois simple de retrouver ces liens-là, donc n'hésitez pas à cliquer directement sur le lien, vous aurez accès à la fois à la cotation non concernée et au système de cotation actualisé. On vous rappelle aussi les liens sur Caliscope, et puis tous les liens sur les différents webinaires que l'on a pu réaliser au préalable. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, on essaie d'être généralement assez réactif dès qu'il y a une nouveauté HAS ou autre nouveauté qui concerne le secteur social et médico-social. Le replay du webinaire aura lieu sur notre chaîne YouTube. Donc pareil, vous recevrez à l'issue de ce webinaire un petit email qui vous donnera le lien replay en direct. Et voilà, avant de raccrocher, on a effectivement ce petit questionnaire de satisfaction qui est nécessaire de répondre pour obtenir la présentation en format PDF. Merci à nouveau pour votre temps et votre écoute et votre confiance et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Au revoir tout le monde. Merci à vous. Au revoir. Merci.